est un otage, juste libéré par le type qui a volé près de 20 millions de dollars à sa propre entreprise. Mais alors, juste comme ils commencent à chercher vers l'extérieur, un mot arrive de Caroline du Nord. Un garde forestier a récupéré un homme, secoué, fatigué et menotté, sortant des bois Blue Ridge avec une histoire que personne ne peut tout à fait croire. Dan Smith, l'un des deux gardes manquants, est vivant et parle. Au moment où Dan Smith atteint le poste de garde forestier, il a été dans les bois pendant près de 2 jours, couvert de boue, déshydraté et portant encore le même uniforme Loomis Fargo dans lequel il avait pointé vendredi soir. Ses poignets sont à vif des menottes qu'il a réussi à crocheter en utilisant un couteau suisse qu'il gardait caché dans sa botte. Sa voix se brise d'épuisement alors qu'il essaie d'expliquer à l'homme derrière le bureau qu'il n'est pas un fugueur ou une menace ou un farceur. Il est un otage, juste libéré par le type qui a volé près de 20 millions de dollars à sa propre entreprise. L'appel arrive à Jacksonville juste avant midi. Un agent du FBI décroche la ligne, écoute le nom, les coordonnées et l'histoire et envoie une équipe de terrain au nord pour rencontrer Smith en personne. Ce qu'il leur dit n'est pas chaotique, ce qui était intriguant. Il décrit Philip Johnson comme calme, concentré et méthodique. Il n'a jamais crié, jamais paniqué et jamais expliqué plus que nécessaire. Il dit que la seule fois où sa voix a vacillé, c'était quand il a demandé pourquoi les autres au travail ne l'incluaient jamais dans quoi que ce soit, pourquoi personne ne l'invitait pour un verre, et pourquoi ils le regardaient toujours comme s'il ne faisait pas partie de l'équipe. Il leur parle de l'arrêt à Asheville, du son d'une porte métallique qui se lève, du poids des sacs traînés sur le béton, et de l'absence de toute autre voix, ce qui dit au FBI ce qu'il soupçonnait déjà. Johnson n'avait pas d'aide. Il ne faisait pas partie d'une équipe, n'a pas partagé l'argent et n'a pas fui. Il l'a caché quelque part assez près pour y accéder, mais assez loin pour retarder la découverte. Quand les agents atteignent la maison de Johnson plus tard ce jour-là, ils trouvent le second otage, Terry Brown, encore vivant, encore menotté à l'intérieur du petit placard utilitaire où Johnson l'a laissé 18 heures plus tôt, ses poignets verrouillés à un tuyau, son corps faible, mais autrement indemne, avec de la nourriture, de l'eau en bouteille, et un avertissement de ne pas essayer de s'échapper. Les 2 hommes sont saufs, et les 2 hommes parlent. Et avec leurs déclarations enregistrées, le bureau a maintenant 2 faits qui comptent plus que toute autre chose. Un est que Johnson est vivant, et l'autre est que l'argent est encore quelque part en Caroline du Nord.